Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, le cancer est toujours la première cause de mortalité au Sénégal. Plus de 850 cas sont dénombrés chaque année. Près de 500 femmes perdent la vie. Nous verrons dans ce journal avec notre invité pourquoi les choses bloquent toujours. Est-il possible d'aller vers le Ubitei Dianguetei? Les enseignants ont repris le chemin des classes en attendant les élèves. Pourquoi les choses tardent à prendre forme? Élément de réponse à suivre dans ce 20h. Également à suivre dans ce 20h, la SAR qui tire la sonnette d'alarme. Les populations installées sur les tuyaux ou à proximité sont en danger. Des inconscients s'amusent à voler du carburant et la moindre étincelle pourrait créer un djolabis. Encore une saisie de méthamphétamine. Sa valeur marchande est évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Qui consomme bien entendu, comment expliquer bien entendu sa présence au Sénégal? Y a-t-il des fabricants sur place? On en parle tout à l'heure. Le bilan de la bousculade meurtrière en Éthiopie a été revu à la hausse. Au moins 52 personnes ont été tuées. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, mais avant de développer ces titres, on vient de l'apprendre avec l'opposition qui faisait face à la presse. Le Sénégal qui a perdu 600 milliards de francs CFA dans l'affaire du pétrole et du gaz pour la coalition Manko Wattu Sénégal. Les dirigeants ont confié cet important domaine à des courtiers comme Petrotim et Timis Corporation. Vous pourrez suivre probablement avant la fin de cette édition un compte rendu d'un reporter sur place à défaut, bien entendu, d'une réaction. Et puis je vous le disais un peu plus tôt, Ubitei Dianguetei avec les enseignants qui ont regagné ce matin le chemin des classes. En attendant les élèves, après demain, mercredi, les autorités ont beaucoup insisté sur le concept Ubitei Dianguetei, c'est-à-dire commencer les cours le premier jour, ou bien même le jour de l'ouverture des classes. Un appel qui risque de tomber dans l'oreille d'un sourd. Dans le nord surtout, dans le nord du pays, des parents d'élèves refusent d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de l'état défectueux des salles de classe, l'insalubrité des eaux de pluie, entre autres, suivant ce reportage de Moussa Ousmane Diagne et Abdou Bouy. Le concept Ubitei Dianguetei, si cher au ministre de l'Éducation, est difficilement réalisable à Saint-Louis. Dans les 3 départements, plusieurs établissements ont été détruits par les vents violents enregistrés il y a de cela quelques semaines. À Dagana, une vingtaine d'écoles ne sont pas présentement fonctionnelles selon le préfet du département. C'est vrai, il y a des écoles qui ont souffert lors des dernières intempéries. Donc il y a des salles de classe qui sont en chantier, c'est vrai. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les enseignants seront à l'école le 5 et nous demandons aux parents de faire l'effort de laisser les élèves venir le 5 au niveau des établissements. Dans la commune de Gaïa, même si l'on constate que le maire a mis les bouchées doubles pour respecter ce concept, Abdou Khadr Ndiaye émet toutefois des réserves sur la situation. Et maintenant, nous savons que c'est difficile. Mais si, par la grâce de Dieu, on a eu un programme structurant qui a permis d'englober, en tout cas, ce phénomène, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, pour le moment, je m'en tiens à l'assurance des techniciens qui nous disent qu'aujourd'hui, avant le 5, normalement, en tout cas, l'ensemble des conditions matérielles et logistiques seront opérationnelles. Mais en tout état de cause, la notion d'incertitude absolue et d'incertitude relative est une loi naturelle de la vie. Dans le département de Saint-Louis aussi, plusieurs établissements scolaires ont perdu leur toiture et autres matériels pédagogiques, sans compter l'insalubrité causée par les eaux stagnantes dans les cours d'école. Et puis c'est demain que le chef de l'État va recevoir sa carte biométrique. Il procède au lancement officiel des opérations de refonte partielle des listes électorales. Une rencontre prévue à la direction de l'automatisation des fichiers. Les populations installées sur les pipelines de la SAR ou à proximité sont en danger. À tout moment, ces tuyaux remplis de pétrole peuvent exploser. Et malgré cela, des inconscients s'amusent à voler du carburant pour ensuite le revendre dans le marché noir. Devant une telle gravité, les responsables de la Société africaine de raffinage ont procédé ce matin à une visite de terrain pour attirer l'attention des populations sur un tel danger. On voit ça avec Khadim Baye et Mohamed Ba. Thiaroye-sur-Mer, un quartier sur une bombe à retardement.
Ici, des usines sont assises sur des pipelines. Des usines construites dans des emprises du réseau de la Sarre. Idem pour ces maisons. Autrefois vierges, ces terrains sont aujourd'hui tous occupés. Les habitants côtoient le danger au quotidien, sans le savoir. Les risques pour les populations, je pense que c'est quand même assez déterminé. Parce que quand on vient percer les pipes, ensuite il y a des fuites. On va attaquer la nappe phréatique, il y a autre chose. Mais en plus avec des risques d'explosion que nous n'osons même pas aborder ici. Ça, on n'ose même pas le dire, ça. Les pipelines de la Sarre, une véritable vache laitière pour les voleurs de carburant. Pour se procurer du liquide précieux, ils se servent de leur propre robinet. Mais avec les criminels qui s'y mènent et qui font des perçages et qui amènent des fuites et qu'on nous appelle par rapport à ces fuites-là, nous ne sommes pas ceux qui établissent les fuites. C'est autre chose. Donc c'est là le problème, mais là je vous laisse deviner la situation. La société africaine de raffinage souffre aussi d'un autre mal. Une porcherie installée à quelques mètres de ses stocks. On va apprécier la situation parce qu'aujourd'hui, d'emblée, on ne peut pas dire qu'on va aller dans tel sens ou dans tel autre sens. N'est-ce pas? De toute façon, les concernés seront convoqués et ils vont nous montrer les papiers dont ils disposent pour qui les permettaient d'occuper ces emprises de la Sarre. Et ensuite, si nécessaire, on va travailler avec les services techniques de l'État, n'est-ce pas, pour voir est-ce qu'ils disposaient d'autorisation de construire. N'est-ce pas? Dans quelle mesure ces autorisations ont été délivrées, n'est-ce pas? Tout en sachant qu'il y a des emprises de la Sarre qui sont là. Des solutions d'urgence s'imposent pour colmater les brèches et épargner des centaines de vies. Dakar abrite depuis ce matin une rencontre sur les approches innovantes en assainissement urbain en Afrique subsaharienne. Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, des stratégies seront mises en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs fixés en 2025. Les précisions d'Elhadji Malick Cissé et Pape Samb. L'Afrique subsaharienne ambitionne de réaliser la vision africaine de l'eau pour 2025. Un défi qui mérite d'ores et déjà la mobilisation des ressources financières dans le domaine de l'assainissement urbain. Le Sénégal, qui fait partie des pays donateurs, rassure. Seuls ces budgets-là ne suffisent pas. Il faudrait en tout cas procéder à des stratégies, à des approches innovantes, donc en assainissement urbain au niveau de l'Afrique pour pouvoir accompagner l'atteinte des objectifs donc développement durable et aussi atteindre la vision africaine donc sur l'assainissement. Les ressources que nous avons mobilisées depuis 3 ans sont largement supérieures aux ressources mobilisées depuis plus de 20 ans. Pour l'amélioration et l'accès aux services d'assainissement, beaucoup de pays africains n'ont pas atteint en 2013 les OMD, objectifs du millénaire pour le développement. Une raison suffisante pour que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement plaide pour un développement d'un assainissement autonome qui va aussi générer des emplois. Parmi ces innovations, nous avons noté, en tout cas dans le cadre du programme du PAPUD, donc la réalisation des ouvrages semi-autonomes, la réalisation aussi des stations de traitement de boue de vidange. L'assainissement pour nous est un objectif important et nous allons nous y atteler pour que nos populations puissent quand même en tout cas bénéficier de l'assainissement autonome, de l'assainissement collectif ou de l'assainissement semi-collectif. Pour améliorer l'assainissement dans les quartiers pauvres en milieu urbain en Afrique, la BAD, Banque africaine de développement, s'est également engagée. D'où la création en 2004 de la Facilité africaine de l'eau, qui est un instrument de financement. À travers des subventions qu'on va apporter au pays, ça ne sera pas suffisant. Il faut tout faire pour mobiliser d'autres ressources. Si vous prenez par exemple la chaîne de valeur de l'assainissement, vous avez la collecte, vous avez le stockage, vous avez le transport, vous avez le traitement, vous avez l'évacuation et l'utilisation. Pendant 3 jours, les acteurs vont réfléchir sur les conditions d'assainissement précaires dans les zones urbaines défavorisées d'Afrique subsaharienne, mais aussi sur le secteur privé dans la promotion de l'assainissement innovant. Interpellé sur les problèmes d'eau que certains quartiers rencontrent, le ministre promet un début de solution dans un avenir proche. Selon lui, le projet Keur Massar 3 avec l'Agence française de développement va résoudre ce problème de manque d'eau. Mansour Faye, que nous écoutons avec nos reporters sur place. Il y a des programmes qui nous permettront de régler définitivement ces questions d'eau. Nous savons qu'il y a des quartiers qui sont un petit peu confrontés à une distribution irrégulière de l'eau, mais tendant aussi effectivement à être améliorés, compte tenu des programmes qui sont mis en œuvre.
le programme de Keur Momar Sarr 3, dont le financement a été bouclé. La même dynamique aussi est enclenchée au niveau des régions. Vous l'avez tantôt dit, Saint-Louis c'est réglé. On a maintenant un volume disponible supérieur à la demande. L'essentiel, ce qu'il reste à faire, c'est de faire les extensions au niveau de certains quartiers pour permettre à toutes les populations, en tout cas des zones, des régions, que ce soit à Saint-Louis ou ailleurs, donc de pouvoir accéder à l'eau facilement, en quantité et en qualité. Après Saint-Louis, c'est au tour des douaniers de Kolda de procéder à une importante saisie de méthamphétamine, une drogue dure, une drogue très dangereuse même pour l'homme. Leur quantité saisie est évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. C'est 23 kg au total. Les soldats de l'économie ont également procédé à la saisie de 800 kg de chanvre indien et des médicaments contrefaits sur place Bokar Kandé. La douane de Kolda nous ouvre ses portes. 800 kg de chanvre indien saisis, des produits alimentaires impropres à la consommation et des médicaments de contrefaçon. C'est le bilan d'une année d'intervention. Il y a quelques jours, la douane de Kolda a saisi 23 kg de méthamphétamine. 23 kg estimés sur le marché illicite à 114 000 francs par gramme. Ce qui fait en tout et pour tout une valeur de 2 milliards, je dis bien 2 milliards 622 millions. C'est la plus grande saisie de méthamphétamine jamais connue au Sénégal. Aucun doute, la région de Kolda constitue une plaque tournante du trafic de drogue. La quantité de médicaments de contrefaçon saisis et des produits alimentaires avariés justifie le niveau de risque encouru au quotidien par les populations locales. La douane de Kolda a accueilli la cérémonie de levée des couleurs mensuelles. Un honneur, une occasion pour l'administration d'appeler les populations à plus de vigilance. Nous devons, comme un seul homme, nous lever contre toutes sortes de menaces, que ce soit sécuritaire, de criminalité transnationale ou bien de crimes économiques tout simplement. Vous appelez les populations à dénoncer? À dénoncer. Je vous le disais en titre, selon l'Organisation mondiale de la santé, pas moins de 15 millions de décès sont dus au cancer dans le monde chaque année, soit presque un décès toutes les 2 secondes. Au Sénégal, les cancérologues sont unanimes. Il est grand temps que le pays règle la question de l'accès aux soins. Une seule machine de radiothérapie pour 14 millions d'habitants. Selon les statistiques, plus de 853 cas sont signalés chaque année. Les explications de Moussa Sen. C'est ainsi que le cancer du sein représente la première cause de mortalité chez la femme au Sénégal. Des chiffres, 853 cas par an, dont 4072 décès qui donnent une idée de la propension de la maladie et permet de faire des projections par rapport à sa prévalence au niveau national. Le Sénégal ne dispose en tout et pour tout que 4 à 5 médecins oncologues pour environ 14 millions d'habitants, dont 54% sont des femmes. En plus, il n'y a qu'un seul institut de cancérologie pour la prise en charge des milliers de patients. Une situation qui aggrave les nombreuses autres difficultés que rencontrent les patientes dans les hôpitaux sénégalais. À qui la faute? Et l'État dans tout cela ne devra-t-il pas inviter les autorités à encourager les médecins sénégalais à se spécialiser en cancérologie et à s'intéresser davantage à l'oncologie pour aider à combler le gap énorme en ressources humaines? C'est la seule voie pour bien soigner et traiter les malades. Ne faudrait-on pas aussi regretter le coût exorbitant de la prise en charge d'un malade atteint du cancer? Rien que le diagnostic peut coûter 3 à 4 millions de francs CFA. C'est en fait pour faire le bilan d'extension, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Or, les malades n'ont pas souvent quelqu'un pour les subventionner. Les acteurs n'ont-ils pas raison de lancer un vibrant appel aux femmes pour qu'elles procèdent à un dépistage précoce et à une mammographie tous les 2 ans? Et les malades en cours de traitement ont connu des moments de risque de récidive à cause d'une panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Dantec, de connaître des moments particulièrement difficiles. La question que tout le monde se demande est pourquoi les autorités ont mis du temps, tardant toujours
à réagir. Pourtant, l'on se rappelle les propos du ministre de la Santé et de l'Action sociale à la réunion de l'ONU. Le professeur Aoumari Kelsek avait soutenu au Sénégal, il y a déjà 4 ou 5 industries qui sont sur place et qui produisent des médicaments de qualité. Ce sont surtout des comprimés d'antibiotiques ou d'antalgiques, des sirops. Ce sont des médicaments de base. Les médicaments qui posent le plus de problèmes, ce sont les médicaments contre le cancer. Dans ces cas-là, on achète tout à l'étranger. Nous avons des négociations avec certaines industries pharmaceutiques et nous avons lancé une initiative au mois de décembre où nous avons, après plusieurs négociations, pu baisser des prix entre 10 et 60%. Aujourd'hui, les acteurs demandent un plus. C'est l'application du plan cancer et la prise en charge totale de la maladie par l'État du Sénégal. Justement, on va s'arrêter un instant pour recevoir sur ce plateau la présidente de l'association Cancer Sang du Sénégal ou Cancer du Sang Sénégal, Mame Diarra Gueye Kébé. Madame Kébé, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer juste quand même par, on va dire, la conclusion de notre confrère. Aujourd'hui, vous demandez vraiment l'application même de ce plan cancer? Exactement. Comme l'a si bien dit votre journaliste, il y a d'énormes problèmes aujourd'hui dans la prise en charge. Et c'est pour ça qu'il est impératif, il est nécessaire que cette application de la prise en charge sur le cancer, sur le plan cancer et l'application soit un sujet vraiment assez éminent pour nous. Et pourquoi ça tarde selon vous? Je ne saurais vous le dire. Et le cancer, quand même, ça coûte cher, surtout le traitement, il est coûteux? Extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux. J'ai l'habitude de dire à chaque fois que je fais des campagnes de sensibilisation où je suis devant les journalistes, j'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, nous avons de très bons médecins. Mais ce qui fait défaut, c'est la prise en charge. Et c'est un véritable problème pour les populations sénégalaises, cette prise en charge-là. Parce que quand vous prenez un Sénégalais moyen qui doit prendre en charge cette thérapie-là, c'est trop coûteux. Et en général, les gens n'arrivent pas au bout de leur traitement, manque de moyens. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est une fin douloureuse, c'est-à-dire la mort. Et à cela s'ajoute aussi cette thérapie, parce qu'on nous a parlé aussi vraiment d'une machine vétuste, une machine donc vraiment qui est tout en panne, aussi pour 14 millions, ce qui veut dire vraiment que les malades du cancer ne sont pas encore sortis de l'auberge. Je me dis, c'est vrai que cet appareil est carrément vestude, puisqu'il est là depuis 1989, il a fait ses beaux jours, mais il n'est plus d'actualité. Il continue à fonctionner plus ou moins bien, mais l'idéal serait été qu'on mette en place un appareil plus récent, de nouvelle génération, et qui ferait de meilleures performances dans le traitement des cancers. Vous avez aussi vécu cela. Vous en parlez, c'est parce que quand même vous avez vécu cette situation. Mais aujourd'hui, quel est le plaidoyer que vous avez quand même à lancer? J'ai 2 plaidoyers à lancer. Le premier plaidoyer que j'aurais à lancer, ce serait vraiment la prise en charge. La prise en charge totale. C'est vrai que l'État du Sénégal... Ça n'a rien à voir avec la mammographie, tout ça, non? C'est un ensemble. C'est vrai que l'État du Sénégal a fait des efforts, quelques efforts dans la diminution des produits anticancéreux. Mais nous voulons plus que ça. Parce que vous savez, le cancer est une maladie où vous ne pouvez pas aller chez un médecin, il vous consulte et vous dit, voilà, vous avez un cancer. Il y a des préalables. Et ces préalables-là, ça coûte cher, c'est très coûteux. Parce que c'est des examens qu'il faut faire avant de pouvoir poser le diagnostic. Et ensuite vient la thérapie. Et cette thérapie-là, c'est pas moins de 1 million jusqu'à 3, 4, 5, 6 millions. Donc c'est un véritable problème. Nous sensibilisons. Et à chaque fois que nous sensibilisons, il y a un rush à l'hôpital. Et ce rush-là, il y a un problème parce que quand il y a des cas suspects, ces malades qui vont à l'hôpital sont obligés d'attendre 1 mois, 2 mois pour pouvoir avoir et pendant ce temps, la maladie, une consultation. Parce que 850 cas, c'est beaucoup quand même par an. Évidemment. Alors, il y a ce problème de la prise en charge, il y a le problème du manque de médecins. Il manque d'oncologues. Vous avez le Sénégal, nous sommes à peu près 14 millions d'habitants, nous avons 7 oncologues. Si vous faites la division, ça fait 2 millions par habitant. C'est très peu. C'est très peu. Et je pense que ça aussi, le gouvernement devrait faire quelque chose dans ce sens-là. Et vous pensez aussi aux femmes qui sont quand même à l'intérieur du pays, parce que l'accès aux soins aussi pose problème, juste pour terminer.
Exactement, ça pose de gros problèmes. Parce que le malade qui se trouve à Podor ne peut venir qu'à Dakar pour se faire traiter. Celui qui est à Kolda de même, celui qui est à Saint-Louis de même, ainsi que Ziguinchor. Alors, il n'y a qu'un seul centre de cancérologie pour tout le Sénégal qui se trouve à l'Institut Curie et il n'y a pas assez de médecins. Le plateau est assez pauvre et la prise en charge est quasiment nulle. Et vous avez entamé depuis le 1er octobre aussi ce mois rose, octobre rose, quand même pour sensibiliser au maximum, faire dépister le maximum de femmes. Aujourd'hui, quels sont les objectifs que vous fixiez? L'année dernière, vous étiez à combien de femmes? Sensibiliser? Oui, essayer de voir quand même sensibiliser ou bien essayer de procéder quand même à une mammographie pour l'ensemble des femmes dépistées. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui, alors vous savez, le dépistage du cancer, il y a deux façons de dépister. Il y a ce qu'on appelle la mammographie qui concerne les femmes à partir de 45 ans et plus. Et il y a ce qu'on appelle l'autopalpation qui est un auto-examen du sein, que n'importe quelle femme peut faire. Et quand nous sensibilisons, nous en profitons pour leur apprendre ces gestes-là. Et la femme, donc, elle peut s'autopalper, alors? Absolument. Même à la maison? Même à la maison. Et puis, bon, si c'est un peu dur, bon, et puis aller voir le médecin pour dire pourquoi c'est un peu dur à l'intérieur. Et ça marche, parce que moi, j'ai été victime du cancer et je l'ai trouvé un peu par l'autopalpation. Et juste une dernière question dans ce cas, Madame Kébé. Aujourd'hui, vous avez quand même un objectif, c'est-à-dire faire... comment va-t-on dire? C'est le mot que je cherche assez souvent, s'il m'échappe un peu. Oulala. Comment va-t-on dire dans ce cas? Dépister, voilà, le maximum de femmes. Aujourd'hui, vous voulez combien? Quel est l'objectif? C'est-à-dire avoir 2000 femmes dépistées, 3000, 4000, 10 000, on ne sait pas trop bien. Durant tout le mois d'octobre? Durant tout le mois d'octobre. Ou le maximum de femmes? Dépister, moi je préfère dire sensibiliser. Vous préférez? Je préfère sensibiliser. Parce que vous savez, quand on dépiste, nous, associations, oui, il devait y avoir quelque chose derrière. Nous dépistons, mais nous dépistons dans les zones les plus reculées. Mais nous sensibilisons dans l'ensemble de la population du Sénégal sur la problématique du cancer. Parce que nous nous sommes rendus compte que, comme vous aviez dit tout à l'heure, 861 cas par an, 472 décès, oui, 60% de décès. Et pourquoi c'est tous ces décès-là? La première cause, c'est parce que ces femmes-là arrivent très tardivement à l'hôpital. Elles arrivent à un stade où le traitement devient plus difficile, la prise en charge plus difficile. Alors donc, c'est pour ça que je préfère parler de sensibilisation. Vous sensibilisez le maximum de femmes. Je ne m'arrête pas à 2000 femmes ni 3000 femmes. Je vais dire, nous allons sensibiliser toutes les femmes du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. C'est notre objectif. Merci infiniment à vous, Madame Kébé. Je rappelle juste que vous êtes la présidente de l'association Cancer du sein Sénégal. Il était vraiment question de parler un peu avec vous de ce cancer du sein, qui est donc la première cause de mortalité au Sénégal. Vous avez beaucoup d'activités durant tout le mois d'octobre. C'est le mois octobre rose. La prochaine fois, je mettrai vraiment cela aussi pour je vous le laisserai. Merci infiniment pour nous soutenir. La suite du journal, je vous invite juste à suivre donc cette assemblée générale du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Donc le MFDC est sorti de sa réserve ce dimanche pour analyser la récente intervention du Sénégal à la tribune des Nations Unies sur l'indépendance de la Palestine et la nécessité de préserver les lieux de culte comme Tombouctou. Le MFDC salue la pertinence des propositions, mais non sans afficher toute sa déception de ne pas voir le conflit, ou bien donc de ne pas voir, bien entendu, le conflit en Casamance être abordé, ou bien abordé même par les autorités sénégalaises au cours de l'Assemblée générale tenue à Mangoukouroto. J'arrive enfin. Les responsables du MFDC ont interpellé directement le secrétaire général des Nations Unies pour que justice soit faite sur l'affaire de la Casamance, suivant ce reportage de Cheikh Tidiane Cissé et Kaba Cissé. Les récents arguments avancés par le chef de l'État à la tribune des Nations Unies pour défendre la Palestine et décrier quelques actes de profanation de monuments religieux tels que Tombouctou sont bien appréciés par le mouvement des forces démocratiques de Casamance, mais non sans rappeler au numéro 1 des Sénégalais le cas de la Casamance passé sous silence. Il a touché tous les problèmes du monde et il n'a pas fait attention à son problème. Au moment où il parle même de l'indépendance de la Palestine,
ils oublient qu'il avait un lancinant problème qui était le problème de la Casamance. Il a parlé même de monuments, des trucs, des temples un peu au Mali qui ont été bafouillés, saccagés. Nous disons, oui, en Casamance, il y a quelque chose, un monument très important où c'était inscrit « La Casamance, ça c'est mort pour la France ». Qu'il se rappelle aussi qu'il y a eu un autre monument aussi qui a été saboté en Casamance. Il faudrait réellement qu'il y ait la justice. L'Assemblée générale, convoquée par le porte-parole du mouvement irrédentiste, a aussi vu la présence d'une délégation du groupe des étudiants de l'université Anta Diop, connu sous le nom de Kekendo. Et nous avons senti que nous avons perdu pas mal de nos parents à cause de ce conflit-là. À cet effet, nous nous sommes rapprochés auprès de nos parents afin qu'ils puissent nous faire comprendre quel est l'objectif et quelle est la situation. En tant que médiateur, nous vivons en amertume. À cet effet, ça fait mal au cœur. Parce que quelles que soient les circonstances, une fois que tu vois un parent souffrir d'une chose que lui, il défend que c'est légitime, tu es obligé de prendre part. C'est donc à travers une déclaration lue et partagée que le MFDC a tenu à interpeller les Nations Unies sur le cas de la Casamance. Ceci dans un contexte de commémoration de la Journée mondiale de la paix. En marge de cette rencontre, le MFDC s'est prononcé sur l'affaire Ousmane Sonko. Le mouvement regrette la révocation de l'inspecteur principal des impôts, suivant les explications du porte-parole du mouvement au micro de nos reporters sur place. Nous ne pouvons pas oublier le problème aujourd'hui d'actualité qui se trouve être le problème de Ousmane Sonko. Et donc, c'est le moment de dire directement que nous sommes en train de suivre ça à la loupe, parce que si réellement le président Macky Sall parle de transparence, de bonne gouvernance, et qu'il y ait un Casamancé qui lui dit que voilà, qu'il lui met les trucs et puis, mais alors il fait semblant de qui? C'est contraire par rapport à qui? Alors là, nous voyons que est-ce que prendre Ousmane Sonko, le gracifier, un fonctionnaire comme ça, sur quel droit il le met? Et pour nous, Casamancé, nous sommes en train de regarder, parce que je crois que c'est parce qu'il est de la Casamance qu'on peut le faire. Mais affaire à suivre. Ils sont dans l'autre collimateur, on attend le verdict. On aura notre dernier mot à dire. L'actualité à l'étranger, le gouvernement éthiopien a décrété 3 jours de deuil national. Cela fait suite à une bousculade meurtrière qui a coûté la vie à au moins 52 personnes. Les victimes sont mortes étouffées ou noyées au cours d'un mouvement de foule qui aurait été provoqué par des échauffourées entre la police et des manifestants. On voit ça avec Asukan John. Ce lundi matin, dans la capitale Addis Abeba, on parlait essentiellement du terrible bilan du festival Irisha, la fête la plus importante de la nation Oromo et qui rassemble chaque année une foule impressionnante autour de chansons et de prières. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire? C'est la question en tout cas qui occupe les éditorialistes des quelques journaux de la capitale. Même parmi les partisans du gouvernement, on ne cache pas sa tristesse bien sûr, mais surtout son incompréhension devant ce qui semble être un manquement cruel des forces de sécurité. De son côté, le gouvernement fédéral se veut à la hauteur du choc. Il a décrété 3 jours de deuil national. Et le Premier ministre, dans une déclaration télévisée, a fait part de sa peine pour les victimes, tout en dénonçant les forces du désordre qui ont, selon lui, causé le mouvement de panique. Sa cible, ce sont bien sûr les nationalistes Oromo et notamment le Front de libération Oromo basé en Érythrée qu'il accuse de manipuler les manifestants et ce depuis près d'un an. La région a été régulièrement le théâtre de manifestations contre la marginalisation de cette nation, des manifestations réprimées dans le sang par le gouvernement qu'il dirige. Événement très tendu en Éthiopie, affaire que nous suivons de très près et nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité, le président sortant du Cap-Vert a été réélu au premier tour avec plus de 70%. Toutefois, un fort taux d'abstention a été enregistré. Plus de 60% des Cap-Verdiens, selon des chiffres officiels, ne sont pas partis voter. Joaquim Carlos Fonseca est âgé de 66 ans. Le patron du mouvement pour la démocratie est arrivé au pouvoir en 2011 à la suite d'une élection très serrée. On en parle avec notre stagiaire Kumba Gissé.
Au Cap-Vert, sans surprise, le président sortant Jorge Carlos Fonseca a été élu à sa propre succession dimanche 2 octobre. D'après des résultats officiels partiels, il aurait obtenu plus de 73% des voix. Ses deux rivaux, un indépendant et un universitaire, n'ont pas fait mieux que 23 et 3%. Une victoire écrasante donc est très attendue dans cette présidentielle qui aura surtout été marquée par un fort taux d'abstention. Moins de 40% des électeurs se sont déplacés. Deux facteurs expliquent ce très fort taux d'abstention. Le premier, c'est la répétition. Plus de 350 000 Cap-Verdiens étaient appelés à voter pour la troisième fois de l'année après les législatives de mars et les municipales de septembre, il y a tout juste un mois. Deux scrutins déjà remportés par le parti du président sortant et donc désormais réélu Jorge Carlos Fonseca. Les Cap-Verdiens se sont naturellement montrés cohérents avec leur précédent vote. Ils n'avaient de toute manière guère le choix. C'est là le second facteur d'explication du peu d'intérêt des Cap-Verdiens pour cette présidentielle. Après sa double défaite lors des précédents scrutins, le principal parti d'opposition et ancien parti unique, le PAICV, avait fait le choix de ne même pas présenter de candidat. Les deux seuls adversaires de Jorge Carlos Fonseca, tous deux indépendants, étaient de fait réduits au rôle de figurants. Cette décision aura privé la présidentielle capverdienne de suspense, mais elle n'aura également eu le mérite de mettre en valeur des principes de démocratie et d'alternance. Une campagne sans tension et sans violence, des résultats sans surprise, mais sans contestation, une véritable source d'inspiration. Du sport, en bref, pour terminer cette édition, les Lionceaux ont été éliminés par la Guinée. Cet après-midi, ils ont fait match nul à Conakry. Les Lionceaux ont ouvert donc la marque. Et avant de se faire rattraper dans le temps additionnel, il faut juste rappeler qu'à l'aller, les Guinéens sont venus ici à Dakar pour s'imposer par un score de 1-0 et peut-être avec 2 buts d'écart le Sénégal où les Lionceaux auraient pu donc vraiment se qualifier pour la suite de cette compétition. Juste vous dire aussi que leurs aînés, à savoir les Lions de la Teranga, ont démarré cet après-midi leur regroupement. C'est dans le cadre aussi des éliminatoires du prochain mondial. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Avant de fermer cette édition, juste dire que la 2STV soutient donc la lutte contre le cancer, la première cause de mortalité au Sénégal. Plus de 850 cas sont dénombrés chaque année et plus de 500 femmes perdent la vie. L'info revient demain à 13h. C'est en Wolof. Moi, je vous dis à demain soir, comme chaque soir. Et bonsoir.